On ne va peut-être pas rattraper le retard parce que ce n'est pas possible. Donc on n'a pas de conflit d'intérêt majeur, si ce n'est que mon labo obtient des fonds à partir de fondations pour pouvoir financer ses travaux de recherche. Donc je les cite ici. Un industriel nous a aussi donné le matériel à disposition. Et quand je me déplace de temps en temps, l'industrie me supporte financièrement. Donc cette étude, elle n'est pas récente, hein, elle a débuté en 2011 officiellement. Elle a eu beaucoup de barrières à franchir initialement avec l'AFSAPS en 2011, les comités d'éthique, les promoteurs. Donc c'est vrai qu'entre les idées et la réalisation et les résultats et la publication, il faut toujours un certain temps. Je dirais même un temps certain pour des études aussi complexes. Donc j'ai été l'investigateur principal et le méthodologiste était un statisticien du CHU qui nous a bien aidés. Vous verrez, c'est assez complexe par moment. Donc voilà les services impliqués. Je ne peux pas remercier tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui, à un moment donné ou l'autre, a partagé avec nous cette activité. Et comme elle ne s'est pas passée strictement dans l'hôpital, des hôpitaux en dehors du CHU ont hébergé les patients à un moment ou à un autre. Et le centre Jean Perrin nous a permis de faire la partie d'imagerie moléculaire. Donc je remercie quelques collègues parce que c'est là aussi, encore une fois, je pense que vous le mesurez peut-être après, mais c'est un travail assez lourd à mettre en œuvre. Des conseils, Jacques Lyotet nous a bien aidés par moment, Monsieur Saraf aussi à Saint-Étienne, je ne sais pas s'il est là, Thierry, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas il a participé. Steven Lorez aussi, quelques petits échanges, et un collègue neurochirurgien, puis les familles qu'on a accompagnées, avec qui on a eu beaucoup de rencontres et nous ont fait confiance pour une certaine partie d'entre eux, vous allez voir. Alors, on est parti, si vous remontez sur l'autorisation initiale, sur 10 patients. On s'est arrêté à 5. Pourquoi ? D'abord, on a évalué les patients au fil de l'eau. Dès qu'ils sortaient de l'étude, on a fait l'analyse. Tant qu'ils étaient dans l'étude, on n'a rien analysé. C'est hors du protocole d'étude, donc on ne pouvait pas le faire. Il a fallu attendre qu'ils sortent. Donc, au bout d'un certain nombre de sorties d'études, on a pu analyser. On s'est rendu compte qu'il y avait des effets démontrés. Donc là, on a dit, bon, c'est bon, parce que malgré tout ce qu'on raconte, il faut tout démontrer. Ce n'est pas si facile que ça. Et on avait déjà des propositions d'amélioration. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté là et on a envoyé ce travail qui a été soumis dans une revue, vous verrez tout à l'heure. Et parce que finalement, on s'est dit, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin avec la technique. Là, il faut tout de suite qu'on se pose des vraies questions. Donc pour pouvoir mieux cibler les indications, vous verrez, et ouvrir aux patients non nationalisés. Parce que ça a été un problème. Dans l'étude, beaucoup ont été exclus à cause de cela. Je pense qu'on peut dépasser ce cadre aujourd'hui. Et puis on a des propositions concrètes. Il n'y a pas de représentant du ministère aujourd'hui, mais on s'est heurté à des problèmes financiers lourds, c'est-à-dire déplacer les patients dans des états de situation douloureuse, enfin chroniques pour la plupart d'entre eux, bien sûr, pour faire des hospitalisations courtes. Donc si notre ministère, on va essayer de les stimuler en tout cas, j'aimerais bien qu'à plusieurs on s'y mette pour leur expliquer qu'il n'y a pas beaucoup de patients et qu'on pourrait de temps en temps les faire venir en MCO pour faire des bilans, ça serait un grand progrès parce que ça a coûté beaucoup d'argent et vu le nombre de patients, je pense que notre État pourrait quand même décemment au moins participer à ce mode de financement. Et probablement, on en discutera tout à l'heure, avoir des réseaux de données spécialisés, enfin des réseaux pour avoir ces informations. Alors, le design est relativement simple. Il y a 3 phases. Donc, c'est une étude observationnelle sur 11 mois avec une étude baseline que vous avez sur le côté gauche. Là, je n'ai pas accès. La baseline de 2 mois. Une étude de chirurgie. Il faut bien implanter les patients. Stimulation cérébrale profonde. Une phase de crossover en aveugle qui a servi surtout au test aigu. Et ensuite, la phase plus opérationnelle en conditions, on va dire, cliniques, comme on pourrait imaginer que des patients soient un jour stimulés en conditions réelles et qui a duré au minimum 5 mois. Donc, beaucoup de données ont été récupérées. Je ne ferai pas l'affront de vous parler des statistiques, mais croyez-moi, c'est un vrai casse-tête. On a eu des reviewers qui ont été terribles là-dessus, mais ils ont fini par comprendre comment on peut y arriver. Donc, c'est des modèles assez complexes, peu utilisés. Mais c'est vrai que quand on a de tels jeux de données et tel nombre de paramètres à l'intérieur, il faut s'attaquer à des données assez compliquées et donc il faut des outils particuliers. Alors, le travail, je vous le présente aujourd'hui parce qu'il est publié, c'est-à-dire que je ne vous l'ai pas donné à mi-parcours ni avant-parcours, mais simplement il vient de sortir, donc ça veut dire qu'il est passé par les comités d'éthique et tout ce qui s'en faut, et les comités de reviewing, et il sera disponible, il est en open access dans le cas particulier. Alors, 5 patients ont été inclus de février 2012, donc autorisation en 2011, première inclusion en 2012. Les critères d'inclusion, d'abord, il fallait qu'ils soient majeurs, en état stable. Ça veut dire qu'on n'a pas parlé de patients en phase de récupération. Donc plus de 6 mois après un accident vasculaire hémorragique ou plus d'1 an après un trauma crânien, vous verrez, on est parfois très très loin après 1 an. Et puis il y avait les critères d'exclusion, c'était la mort cérébrale, bien sûr, un locked-in, et les gens qui étaient sourds ou aveugles, on en a largement parlé ce matin, sinon c'était un peu difficile. Alors c'est là où on rentre dans le terrain, c'est qu'on en a sélectionné 36, mais à la fin, il n'y en a que 5 qui ont pu être retenus.
c'est toute la difficulté de ces situations. D'abord, il faut en exclure 3 qui sont morts. Vous savez comme moi, spontanément, beaucoup vont mourir, tout simplement. Donc 3 dans les exclus, 9 qui étaient anoxiques, qu'on n'a pas pris dans l'étude parce que quand on a lancé ce travail, on savait très bien, et Mme Fischer est là pour en parler, Jacques Loté, c'est sûrement pas la meilleure indication au départ parce qu'il y avait tellement de lésions. Donc on n'avait pas pris ces patients, on aurait pu, mais on ne les a pas pris. Et puis il y avait quelqu'un qui avait un trouble de la coagulation. Et puis sur les 23 qui restaient, donc deux finalement sont sortis pendant la phase d'inclusion, c'est-à-dire que spontanément, ils sont sortis d'un état de chronicité à un état finalement de déficit neurologique très sévère. 4 familles ont décliné, donc on a chacun posé des questions, et bien entendu on a respecté ce choix, bien entendu. Et puis il y avait d'autres cas, en particulier tous les patients qui n'étaient pas institutionnalisés, on n'a pas pu les prendre parce que cela, pour les évaluations et les bilans, encore une fois, on s'est heurté à un mur, c'était techniquement impossible de faire tout cela, les suivre, les bilanter. Donc, vous voyez que ça représente beaucoup de monde qui ont perdu. Et à la fin, il n'en restait que 5 qui ont été sélectionnés. Alors, voici ces 5 patients. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, c'est dans l'ordre d'inclusion, tout simplement. Le premier a été pris après plus de 12 ans après l'accident initial. Donc, je pense qu'on peut parler d'un certain degré de chronicité à partir de 12 ans. Sinon, c'est 1 an, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, enfin des délais relativement longs. Des patients, finalement, vous voyez, qui vont jusqu'à 63, la dame la plus âgée, avec finalement une atteinte soit traumatologique crânienne, et on avait mis à l'intérieur l'accident vasculaire hémorragique, en excluant tout ce qui était ischémique. Donc une hémorragie relativement étendue, bien entendu, pour donner ce trouble neurologique sévère à distance. Un avait été qualifié d'état non répondant, avec tout ce qu'on peut mettre comme guillemets sur cet état non répondant, mais qu'on le veuille ou pas, il était non répondant depuis 12 ans. Et en fait, de temps en temps, il y a bien des choses qui se passaient, vous verrez. Et les 4 autres qui étaient en état de conscience minimale avec la définition d'aujourd'hui. Alors, le rationnel, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait une étude? Donc, l'objectif, il était simple, on voulait déclencher une récupération comportementale. C'est-à-dire qu'on considérait que les gens étaient chroniques, on voulait essayer de provoquer une réaction comportementale. Chez les patients en situation de séquelles, on a admis dans cette situation que l'état était stabilisé, même si tout peut évoluer au cours du temps, on était dans un état plutôt d'accompagnement. Avec troubles de la conscience sévères. Attention, on a parlé de tout ce qui est les troubles cognitifs associés. Là, c'est une étude sur les troubles de la conscience. On ne va pas rajouter ce qui se trouve à côté. L'objectif, c'était d'avoir un comportement conscient. Avec une hypothèse qui était à l'époque celle d'avoir une stimulation cérébrale profonde à basse fréquence qui pourrait lever l'hypoactivité cérébrale globale. Alors, pourquoi basse fréquence? Parce qu'on sait qu'à basse fréquence, aux alentours de 30-50 Hz, on a la capacité d'entraîner les groupes neuronaux à cette fréquence-là. Alors, il y avait des études préalables, un certain nombre, je vous avais montré les résultats, on les a publiés d'ailleurs pour les études antérieures. Une s'est rajoutée entre-temps, mais bon, c'est une sur des accidents vasculaires ischémiques, c'est très loin de la réalité. Et il n'y en avait pas qui avaient des études avec des longs délais après accident et avec un long suivi. Donc, il y avait plein de limitations, les hétérogénéités, tout ça, on le sait. Donc, finalement, on partait avec une hypothèse relativement convenable qu'on peut améliorer la situation, mais pas vraiment robuste. Alors, le ciblage a été double, à la fois le pallidum et le thalamus. Pourquoi? Parce que ces deux structures, alors c'est pas très évident pour le pallidum finalement, de se dire que dans la partie ganglion de la Bose, mais enfin, quand vous voyez toutes les boucles de fonctionnement, je vous la fais courte aujourd'hui, mais sachez que fortement, il est impliqué dans tous les cas. Ça a été redémontré d'ailleurs récemment. De plus en plus, on se réintéresse à cette structure et le thalamus, avec une stimulation à basse fréquence et bilatérale. Il n'y avait pas de raison de stimuler un seul hémisphère. On partait du principe que c'est l'ensemble du cerveau qui doit s'améliorer. Alors, les critères d'évaluation, il faut revenir au gold standard. Qu'on le veuille ou pas, c'est qu'à un moment, il faut démontrer ce qu'on veut faire. Donc, on prend une échelle admise à peu près par tout le monde dans le monde. Donc, c'est la Coma Recovery Scale. Et on a utilisé, nous, des scores moyens. Vous verrez comment ils ont été obtenus, avec une étude en crossover pour les effets aigus. Et puis, on avait rajouté la nuit, parce qu'on ne savait pas si finalement on allait aussi les réveiller la nuit, puisqu'ils sont en stimulation permanente, simplement l'ouverture des yeux. Et une étude secondaire qui n'a pas été la plus simple, c'est-à-dire de prendre en compte les variations métaboliques avant et après stimulation. C'est finalement en PET scan qu'on avait le seul moyen de vérifier, avec les électrodes en place, une modification d'activité dans le cerveau, puisqu'en IRM, on ne peut pas le faire. Alors, ça part de cette image et de 2014, c'est intéressant, vous voyez, parce que quand on a posé l'étude en 2011 et quand j'ai commencé à y réfléchir, c'était déjà en 2010-2009,
on n'avait pas tous ces schémas, mais l'idée, c'était de se dire que finalement, pour la faire courte, quand l'ensemble du cerveau se met un peu au repos, voilà, il y a plein de lésions à droite à gauche. Je m'excuse de le résumer aussi simplement, mais vous verrez, c'est quand même ça à la sortie. Donc, finalement, il y a plein d'endroits où ça dysfonctionne, ça entraîne une baisse d'activité cérébrale, et nous, on va tenter de provoquer cette stimulation dans 2 points du circuit. Alors, les cibles théoriques. Attention, dans les hypothèses de travail, il y a ceux qui vous disent « voilà où je voudrais aller », et vous verrez la réalité derrière. Donc là, voilà où est-ce qu'on voulait aller. Alors, le thalamus central antérieur, vous l'avez sur la partie en coupe axiale en haut, en coronale, c'est la partie centrale du thalamus, dont on sait, c'est les groupes intralaminaires, c'est connu depuis très très longtemps, qu'ils ont des projections relativement diffuses. On s'est placé plutôt devant, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est assez pratique. Un thalamus qui est plutôt devant, ça va plutôt vers l'avant, et ce qui est à l'arrière, ça va plutôt vers l'arrière. Donc finalement, les zones frontales étant plutôt devant, celles qui nous intéressent, vous m'accorderez que le fait que c'est plutôt dans la région frontale que les dimensions comportementales se déroulent et sont lancées. Et le pallidum médial. Alors là, c'est sûr que c'est moins habituel de penser au pallidum, dans le noyau lenticulaire, comme une zone d'activation dans le cadre des phénomènes conscients. Et pourtant, les boucles, qu'on le veuille ou pas, elles sont toujours les mêmes. Que vous vouliez faire une action motrice ou cognitive, vous passez par ces ganglions de la base. Donc, mettre un double bouclage, parce que finalement, vous voyez, c'est pas si simple quand vous réfléchissez, parce que le pallidum est censé inhiber l'activité du thalamus. Mais ça, c'est quand vous réfléchissez en statique, en théorie, sur un schéma dans la vie de tous les jours et en permanence, le thalamus, il est toujours sous contrôle du pallidum, et pourtant il devrait s'arrêter de fonctionner, mais c'est en fonction des actions qui sont menées. Donc il faut qu'il fonctionne, ce pallidum médial, pour le stimuler, le thalamus. Donc le thalamus est censé stimuler le cortex, et nous, on est censé bousculer un peu le thalamus par cette réentrée à partir du pallidum. Alors les cibles réelles, donc ça a été la particularité de cette étude. Là aussi, on a des travaux anciens dans le service là-dessus. On vise directement dans le cerveau, on n'utilise pas d'atlas parce que là, c'est complètement hors des clous. Et donc, on va sur les régions qui sont spécifiques et intéressantes. Donc, vous voyez sur ces images en haut, vous avez des contourages en rose pour la région du thalamus et en bleu pour la région du pallidum. On a utilisé de l'imagerie structurelle de base, enfin de base un peu avancée quand même en IRM, du PET scan, de la tractographie, pour essayer d'avoir le maximum de robustesse sur la cible visée qui correspondait à ce qu'on pensait et souhaitait faire surtout. Mais vous avez les thalamus qui avaient diminué les 3/4 de volume. Il faut bien accepter que vous vous mettez dans le thalamus à ce moment-là. Mais bon. Alors, l'implantation des électrodes, bon, elle a été raffinée outre mesure. Vous avez à droite les résultats du positionnement. Donc, vous voyez par exemple le premier patient en haut à gauche, un des répondeurs, et vous verrez tout à l'heure, n'avait plus de pallidum. Plus de pallidum à droite. Détruit. Peu importe, donc tout ça a été analysé, on a regardé la position des contacts. Donc en pratique, 2 contacts ont pu être placés efficacement dans chaque cible. Il a fallu mettre des neuropacemakers. Alors, vous voyez ce schéma-là, vous voyez ce petit personnage, mesurez bien qu'en pratique, nos patients avaient donc 4 électrodes dans la tête, avec un groupe, un pacemaker qui prenait en charge les 2 pallidums, sous la clavicule, et un autre pacemaker qui prenait en charge le thalamus situé dans la région abdominale. Alors à droite ou à gauche, selon la situation, vous avez tous les contacts, peu importe ici les détails finalement. Alors, quelles ont été les complications ? Première chose, les complications du chirurgien. Nous, c'est un peu notre angoisse. Mettre des électrodes dans le cerveau des gens, c'est quand même un peu agressif, vous le savez. On maîtrise, mais bon. Donc les complications, on va considérer que c'est à moins d'1 mois. C'est aujourd'hui ce qui est accepté. Donc on n'a pas eu d'hémorragie, mais on a une patiente qui a donc fait une insuffisance respiratoire sur surinfection post-chirurgie. En fait, c'est une patiente qui avait déjà les antécédents de pneumonie, de diabète type 1, donc une patiente très fragile. Effectivement, le simple fait de l'avoir endormie, d'avoir fait l'intervention chirurgicale, et bien voilà, elle est restée 12 jours en réanimation. Alors, ça fait un grade 4A. Je vous mets ici la classification des complications en chirurgie. Donc, le 4A, vous voyez, c'est considéré comme une menace sur la vie des gens. C'est-à-dire qu'on lui a fait risquer sa vie à ce moment-là. Le grade 5, c'est la mort d'un patient. Donc, avant, vous voyez quand même que ça va très vite. Dès qu'il y a des interventions, des injections médicamenteuses. Voilà, donc une patiente, pendant 12 jours, qui était un peu fragile au plan respiratoire avec un diabète, ça a modifié quand même sa physiologie. Alors, ensuite, en termes de décès, donc pendant la phase de l'étude, il n'y a pas eu de décès. Ça veut dire que les patients qui ont été suivis pendant 1 an, ils sont tous suivis pendant 1 an. Après la fin de l'étude, vous savez, la untold story, celle qu'on ne vous raconte jamais, eh bien, il s'est passé quelque chose. Cette patiente qui a fait cette infection respiratoire,
Donc 15 mois après la chirurgie, 5 ans après son accident, elle est décédée. Alors ça n'avait aucun rapport avec la stimulation cérébrale, à l'évidence, dans tout ce qu'on a pu constater, mais c'était la patiente la plus fragile. Et nous avons eu la dernière passante en mars 2017, cette fois-ci c'est 21 mois après la chirurgie, donc on n'est pas sur la complication chirurgicale, mais en apparence, on n'a rien trouvé en lien avec la stimulation cérébrale profonde, tout était chronicisé. Mais il s'est bien passé quelque chose. Voilà, c'est des patients fragiles, on le sait. Est-ce que c'est nous qui avons influencé quelque chose? Je n'en sais rien. A priori, non, mais bon. Alors, pour mesurer les effets, donc les modifications cliniques, vous l'avez vu, c'est sur les scores moyens. On a défini ce qu'on appelle un répondeur, c'est-à-dire en gros, on voulait que ça marche. Enfin, on souhaitait que ça marche, bien sûr, et on le voulait aussi, sinon on n'aurait jamais fait tout ça. Donc, on avait considéré qu'une augmentation significative statistique, donc du score basal par rapport à la stimulation en conditions cliniques chroniques, serait notre critère de réponse. Pour les effets aigus, on les a contrôlés pendant la phase de titration, c'est-à-dire mise en place d'électrodes et tests aigus, pendant la phase de crossover, parce qu'elle durait qu'un mois et demi, et juste après l'intervention, donc on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas évaluer l'effet chronique à ce moment-là, c'était trop tôt, et puis on a regardé l'ouverture des yeux la nuit. Les modifications métaboliques, c'est à droite, donc on a fait une étude en PET scan, donc il a fallu normaliser les valeurs obtenues par la machine. Donc on les a normalisées par l'activité cérébrale moyenne. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne va peut-être pas vous passionner, mais en pratique, il faut quand même choisir une région d'intérêt. Selon celle que vous choisissez, ça peut influencer beaucoup les résultats. Donc on a dit pas d'a priori, tout peut arriver, on prend l'ensemble du cerveau comme référence et tout est normalisé par rapport à ça. Il a fallu faire une analyse individualisée. Les déformations cérébrales que vous allez voir sont telles qu'on ne peut pas s'amuser à faire de l'analyse statistique SPM. Ça ne marche pas. On a fait une analyse par voxel en neutralisant les faibles variations. Vous allez voir parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de pixels qu'il faut qu'à un moment donné, on rende quelque chose de lisible et de compréhensible. Alors voilà les cerveaux. Donc vous avez en jaune sur la colonne de gauche, qui est à votre droite à vous, oui, votre gauche à vous aussi, pardon. Vous avez les lésions qui apparaissent, donc des déformations cérébrales majeures, enfin bref, beaucoup de lésions à constater. Et la normalisation, vous avez cet exemple, l'image originelle, on va dire, qui est en rouge, vert et bleu en haut d'un PET. Quand il est normalisé, on est passé sur ces jeux de couleurs. Et puis, il a fallu contraster avant et après, donc inventer un système de contrôle pour représenter graphiquement qu'il y a eu une variation dans une région donnée. C'est ce que vous avez à droite. Donc ce qui est en plutôt vert clair, c'est quelque chose qui a augmenté l'activité. Et ce qui est plutôt en beige, c'est plutôt quelque chose qui a réduit son activité dans deux conditions. L'une, souvenez-vous, c'était en phase de baseline, avant qu'on fasse quoi que ce soit, et l'autre en phase de stimulation chronique, considérant que les patients étaient dans un état stable pendant très longtemps. Alors, cette analyse métabolique, elle s'est faite, là aussi, il a fallu la segmenter par territoire. Donc, on a dénombré, on a subdivisé ça en 23 régions corticales, ce qui prend un certain temps. Vous en avez la liste à droite. Et à la fin, on les a regroupées en territoires parce qu'on n'est pas en capacité au jour d'aujourd'hui, franchement, de faire la différence entre préfrontal dorso-dorsal avant, après, spécifiquement pour un patient. On n'avait pas la capacité même cognitive d'analyser les résultats, de les transposer sur des modèles de fonctionnement du cerveau. Donc, on est revenu à des modèles macro un peu plus élevés, qui sont les phénomènes attentionnels sur la partie interne du cerveau. L'attention interne, ça correspond au cortex limbique pour ceux qui sont plus classiques, ou le DMN médial, si on se rappelle au PET scan, et ce qu'on appelle toujours aujourd'hui le DMN en IRM. Et puis l'attention externe, c'est la partie latérale du cerveau finalement. Donc on a deux grandes régions, ce qui est à l'extérieur qui sert avec l'extérieur, et ce qui est entre les deux hémisphères qui sert plutôt à nos propres interrogations internes. Et puis on a rajouté les autres, vous les avez en bleu, c'est les régions polaires. On les a exclus parce que là, fort est de reconnaître que les connaissances sur le sujet, sur les extrêmes polaires du lobe frontal, ne sont pas vraiment foison. Voilà ce que ça donne en pratique. Donc vous avez en gris foncé les territoires qui correspondent à ce qu'on considère le fameux DMN externe, en gros tout ce qui est sensorimoteur, en pratique, sensoriel, sensorimoteur, qu'on peut regrouper et qui communique avec l'autre partie, qui elle dégage les actions, plutôt les comportements générés à l'intérieur. Donc ils sont frontomésiaux, bien sûr. Vous avez en particulier, cette dame en parlait tout à l'heure, ce singulaire antérieur, vous lisez bien la littérature, mais c'est connu depuis longtemps, avec la partie intermédiaire et postérieure, le précuneus et les régions temporales, les circuits mnésiques, on va dire, c'est un peu du broca, finalement, avec les circuits mémoire. Alors, quels sont les résultats? D'abord, cliniquement, c'est pas lève-toi et marche, ça se saurait, je n'avais pas la prétention de le faire. Les résultats cliniquement sont limités. Ça veut dire qu'effectivement, pour vous imaginer, quand on est 12 ans en état considéré végétatif chronique, si c'était levé en marchant, bon, vous m'auriez pris pour un charlatan et vous auriez bien raison.
Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire qu'on n'a pas obtenu la communication orale. On en discutera avec vous. C'est vrai que la communication orale, c'est quelque chose d'énorme dans la vie de quelqu'un. Ça bascule totalement les relations avec l'extérieur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé. Alors, au niveau des groupes, l'analyse globale, c'est vrai que l'activité on est meilleure qu'en condition de baseline. Là, il n'y a pas de doute. Et par individu, pour les deux répondeurs, en fait, on voit que les visual process dans la CRR, ça veut dire qu'en gros, finalement, les capacités de captation d'attention dans le domaine visuel ont été modifiées. Et moi-même, je peux vous dire qu'on l'a même sur d'autres patients qui n'étaient pas en global améliorés. Mais il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et pour ceux qui ont les mieux répondu, c'est vrai qu'on a des capacités de réponse qui se sont modifiées à des expressions, en tout cas quelque chose qui est dans l'ordre du mouvement qui peut permettre de communiquer. Donc pour les deux répondeurs, les autres, il y a eu des variations. Je vous passe sur les détails, on n'a pas le temps aujourd'hui, tous les sous-scores. Mais bon, on a considéré que globalement, par rapport aux critères principaux du début, il n'y en avait que 2 qui avaient vraiment répondu. Alors, quand on veut regarder l'analyse du métabolisme, donc vous voyez tout ce qui est en vert, ça a augmenté, et en bleu, enfin en beige, ça a diminué. Donc vous avez la représentation du côté A, du côté gauche, ce sont ceux qui n'ont pas été les répondeurs, et ceux qui ont été les répondeurs à droite. Alors je n'ai pas fait ce montage graphique pour vous montrer qu'il y a une différence. C'est l'analyse statistique qui l'a montré. Et après, il faut trier tout ça. C'est assez compliqué à représenter. Faites-moi confiance sur cette partie-là. Et sur la partie de droite, on voit quand même assez facilement, sans être un grand devis en statistique, un devin, du moins, qu'il y a beaucoup plus de vert que de l'autre côté. Ça veut dire qu'en gros, les territoires médians, chez les répondeurs, c'est ceux qui ont bougé. Ça veut dire qu'en gros, les territoires médians étaient toujours plus faibles en activité au départ. Ça veut dire que les gens qui avaient ces troubles chroniques de la conscience, anciens, avaient une hypoactivité sur ces régions médiales. C'est intéressant puisqu'effectivement, on commence à se rendre compte que c'est des régions fortement impliquées. Et les deux répondeurs, par contre, c'est là où ça a répondu. C'est là où il y a eu statistiquement la différence par rapport aux autres. Donc on a quand même la sensation que ces territoires qui semblaient déconnectés se sont un peu reconnectés. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé en synchronie. Je vous parle, on est sur du métabolisme de base. C'est fini. Voilà, je vous remercie pour votre attention.